Bienvenue dans Ciel ma planète, le podcast qui aborde les enjeux climatiques avec pédagogie en interviewant des invités en action. Nous aborderons des thématiques du quotidien en discutant des constats et des solutions applicables. Salut! Dans cet épisode, on va parler de nos déchets avec Cédric Loy, membre de Zero Waste, Green Donut et formateur animateur de la fresque des déchets. C'est parti! Alors bonjour Cédric et merci d'avoir accepté cette interview. Bonjour Bastien, merci de m'avoir invité et bravo en tout cas pour l'initiative de ce podcast. Merci beaucoup. Notre première question de ce podcast, la première question habituelle, c'est comment va ta planète Cédric ? Alors clairement Bastien, ma planète, je dirais la planète, elle va mal. La planète, c'est-à-dire l'air, les eaux, les sols, mais aussi la santé du vivant, donc implicitement nous, espèces humaines. En fait, depuis plus de 2 siècles, donc c'est vraiment peu. On puisse s'en compter dans les ressources de la planète. D'un côté, on est de plus en plus nombreux, et puis aussi, on est de plus en plus nombreux à avoir un mode de vie nécessitant toujours plus de ressources, générant toujours plus de déchets. Pour donner un ordre de grandeur, chaque année, un Français produit 600 kilos de déchets qui se retrouvent dans les poubelles, les conteneurs, les déchetteries. Donc, ces déchets, si on parle déchets, il faut les collecter, il faut les traiter. Et puis aussi, ces déchets, ils proviennent de ressources planétaires, tout simplement. À l'échelle mondiale, le traitement, la collecte des déchets, ça représente 3% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on pourrait dire 3%, c'est pas grand-chose. C'est autant que le numérique, c'est autant que l'aviation civile. Voilà. Ouais. Je parlais des déchets qu'on voit. Après, il y a les déchets aussi sauvages, à l'échelle nationale, à l'échelle internationale. C'est bête, mais faut juste faire l'expérience, s'arrêter le long d'une route, marcher 100 mètres et compter le nombre de déchets, le type de déchets qu'il y a. Pareil, se mettre à côté d'un arrêt de bus et compter le nombre de mégots qui se trouvent par terre alors qu'il y a une poubelle. On parle des déchets sauvages, c'est qu'en France, il y a dans des pays où qui sont beaucoup moins dotés d'infrastructures, c'est bien pire. Et puis, si on continue de déchets, mais des choses un peu moins palpables, il y a tout ce qui est le sac à dos écologique, c'est-à-dire les déchets, les produits qu'on achète qui ont déjà des déchets, un sac à dos avant même qu'on les ait achetés. Voilà, tout ça, c'est des contraintes sur notre environnement. C'est des déchets, comme je disais, qui sont impalpables, qui sont pas vraiment visibles. Pour donner un ordre d'idée, l'ADEME, elle donne un chiffre, c'est 2,5 tonnes. C'est le poids qu'on possède à la maison en meubles, en électroménager. Et ce qu'il a fallu comme ressource, c'est 45 tonnes. Donc, en fait, on est déconnecté de ce qui nous entoure, du vrai poids de chacun de nos objets, de chacun des déchets, de ce qu'il a fallu pour potentiellement le collecter, le traiter, etc. On voit vraiment la finalité du produit en étant un petit peu de manière un peu opaque. On n'a pas accès justement à toutes les ressources qui ont été nécessaires à fabriquer ces objets. D'ailleurs, tu parlais du poids des déchets ménagers. Alors, je pense que c'est aussi tout ce que l'on met à la déchetterie qui est inclus dans ces 600 kilos. Donc, on le rappelle, c'est 600 kilos à peu près par habitant et par an en France. Ça représente quand même, alors j'avais regardé un petit peu en avance, 600 kilos, c'est quand même le poids d'un ours polaire. Donc, ça fait un ours polaire par personne par an en France. C'est quand même relativement important. Exactement. Alors, on voit que le constat est quand même… alors déjà, c'est un constat qui est inédit, qui est aussi très rapide. On est complètement dans l'actualité. C'est aussi un constat qui est alarmant. Et toi, comment est-ce que tu vas personnellement malgré ce constat ? Alors, comment je me sens ? En fait, c'est un peu binaire. C'est que je me sens d'un côté apaisé, mais aussi vraiment inquiet en comprenant les choses et puis en voyant ce qui se passe autour. Comme je disais, ça dépend des moments, ça dépend de ce que je vois, de ce que j'entends. En fait, pour être le côté positif, c'est quand je vois les choses, des projets, des structures qui se mettent en place autour de moi. Quand je vois l'énergie de certains nouveaux acteurs, je pense chez moi autour de Bordeaux, l'arrivée de nouveaux concepts, de nouvelles façons de consommer, etc. Et puis aussi quand je vois la volonté croissante de citoyens, citoyennes, d'entreprises qui souhaitent
participer à des ateliers de sensibilisation, de compréhension. Mhm. Et puis aussi le nombre croissant d'animateurs des différents outils. Pour ces raisons, je me sens apaisé, je vois que ça bouge, qu'il y a une dynamique. Enfin, on le sent quand on s'intéresse un peu et quand on est baigné dedans. Ouais. Après, le problème, c'est pour ça que je disais que c'est binaire, c'est que sincèrement, enfin, on est encore loin de ce qu'il faudrait faire. On est vraiment loin des enjeux, de l'urgence. Si on parle déchets, c'est bête, mais on prend un échantillon, je pense, de 10 personnes, sans du tout jeter la pierre, mais je pense que plus de la moitié des personnes, des citoyens, vont dire moi, je fais mon geste citoyen, c'est-à-dire que je trie. Mais l'enjeu, il n'est pas du tout là. Il n'est pas du tout de pas jeter son mégot par terre et de mettre le carton dans la bonne poubelle. Enfin, on est vraiment loin des enjeux. Et puis, la prise de conscience des collectivités, des entreprises, des citoyens, du coup, elle a encore énormément de boulot. Il y a encore énormément de travail à faire. Et le dernier point, pourquoi des fois je suis un peu inquiet, c'est que il y a un peu l'effet de mode et certaines entreprises qui surfent, qui titillent limite le greenwashing. Donc, c'est toujours la nécessité en fait d'être vigilant, de creuser pour bien comprendre est-ce que, entre guillemets, la solution, l'entreprise ou la solution elle est vertueuse ou est-ce que c'est, comme je disais, du pur greenwashing. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je suis, des fois, je suis un peu inquiet. Je me dis que il y a une urgence, mais il n'y a pas la prise de conscience de l'urgence. Et c'est pour ça que des outils comme les différentes fresques, c'est important, c'est crucial, c'est de sensibiliser le plus grand nombre et le plus rapidement possible. En fait, c'est vraiment l'effet boule de neige, quoi. Mhm. Donc voilà. Merci beaucoup, Cédric, pour ce partage. D'ailleurs, souvent, ce qu'on dit, c'est pour traverser ces turbulences émotionnelles, ce qui est important, c'est vraiment le passage en action, ce qui va nous amener à la prochaine question. C'est comment, vis-à-vis de ce constat, toi, tu agis aujourd'hui dans ton quotidien? Alors, comment j'agis? Bon, si on parle de toute façon, il y a différents problèmes, changement climatique, mais différentes d'ailleurs limites planétaires. Déjà, j'essaye d'agir sur tous mes postes d'émission et d'impact. Si on parle plus précisément déchets au sein de ce podcast, j'essaye de réduire la source. C'est toujours ça le sujet. Donc, de réduire les emballages, les produits ménagers, tout type de déchets, y compris les déchets électroniques, textiles, etc. Et puis, par exemple, plutôt que de jeter, j'essaye de donner. Plutôt que d'acheter neuf, j'essaye soit de recevoir ou d'acheter d'occasion. Donc, c'est ça. Après aussi, il y a différentes choses. C'est que je suis engagé dans différentes structures, dans différentes assos. J'essaye de sensibiliser le plus grand nombre autour de moi, que ce soit au niveau du problème du changement climatique, mais aussi au niveau des déchets. Et puis, j'essaie de sensibiliser par quelque chose que je fais via Zero Waste Bordeaux, par exemple. C'est des articles, tous les mois, un article Zoom sur des acteurs locaux. Donc, ça peut être des associations, des entreprises. Ça peut être, si je peux donner des exemples, ça va être Give, Circouleur, Petite Marelle. Donc, c'est-à-dire, en fait, l'idée, c'est de parler de tout sujet. Give, ça va être des dons. C'est un genre de bon coin, mais sans argent, avec des bananes. Circouleur, c'est le recyclage de peinture. Parce que les peintures, on ne le sait pas, mais les restes de peinture qu'on achète, ils sont brûlés. Petite Marelle, c'est de la location de jouets. C'est vrai, en fait, moi j'adore. On peut revoir le système, c'est-à-dire on n'est pas obligé potentiellement de posséder les objets, on peut les louer, on peut se les échanger, etc. Ça, c'est mes actions que je fais. Et puis, après, je disais, c'est sensibiliser autour de moi, notamment via la fresque des déchets. Et est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur cette fresque des déchets? La fresque des déchets, vis-à-vis du constat alarmant, l'idée, c'était au sein de Green Donut, sensibiliser, je le disais tout à l'heure, le plus grand nombre et le plus rapidement possible, mais aussi d'amener au passage à l'action, c'est important. C'est vraiment basé sur le même principe que la fresque du climat. De toute façon, il n'y a pas à tergiverser. C'est exactement le même modèle. C'est un atelier de sensibilisation ludique et collaboratif. Pourquoi? Parce que ça fait des dizaines d'années qu'on entend parler de pollution par les déchets, pollution plastique. Il y a un nombre croissant d'études, de rapports, de films. On sait qu'il y a un problème. Et pour autant, quand on regarde les chiffres, la production de plastique, elle n'a pas cessé de croître.
La part des déchets en France, c'est pareil, elle n'a pas cessé d'augmenter. Donc, c'est pour ça, le but, c'est de s'adresser à n'importe qui, quel que soit son âge, sa situation professionnelle, ses études, sa connaissance ou non du secteur des déchets. Et c'est pour ça que l'outil a été créé fin 2018, comme la fresque du climat. Et dans la lignée, l'idée, c'est en un atelier de 2h30, les participants, il va y avoir une phase d'échange où une phase d'échange et de réflexion, ils vont repositionner les cartes, 38 cartes d'un lien, ils vont les repositionner d'un lien de cause-conséquence et flux de matière. Donc ça, c'est sur la thématique des déchets, bien sûr. Tout ça, c'est pour comprendre le devenir des déchets, leur origine, les différentes conséquences de chacun des déchets, les différentes conséquences de leurs collègues, de leur traitement. La deuxième étape de cet atelier, c'est de s'approprier la fresque. Donc, en coloriant, en dessinant, en trouvant un titre. Donc, ça, c'est vraiment la partie créativité qui est hyper importante. Et la dernière étape, c'est un moment d'échange entre les participants, un peu un débrief et de parler des leviers d'action, ce qu'ils connaissent ou non, dans leur entourage, des structures mises en place, etc. Et ça, c'est vraiment une étape importante qui clôt l'atelier. Parce que c'est vraiment une étape riche où il y a un partage des connaissances, des différents leviers d'action. Voilà. Merci beaucoup pour cette explication. Tu as également parlé de Green Donut. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce collectif? Oui. Alors, Green Donut, donc ça a été, c'est une association qui a été créée en fin 2018 par 6 anciens collègues qui étaient d'ailleurs animateurs de la fresque du climat. Et Green Donut, il y a 2 outils qui ont été développés, dont justement la fresque des déchets. Pourquoi Green Donut? Alors, tu as peut-être déjà entendu parler de la théorie du donut de Kate Raworth. En fait, c'est pour ça l'idée du donut et le logo de l'asso. En fait, c'est pour parler à la fois des différentes limites planétaires, donc le cercle extérieur du donut, donc ça c'est le plafond environnemental, et puis le plancher social, donc ça c'est un peu l'intérieur du donut. Si on parle plancher social, ça va être la nourriture, l'eau, l'éducation, la résilience, l'égalité des sexes. Et le plafond environnemental, il y a le changement climatique, mais il y a l'utilisation d'eau douce, il y a le changement d'occupation des sols, il y a l'appauvrissement de la biodiversité. Donc voilà. Et puis, au niveau de l'asso, donc on est une grande vingtaine au sein de l'asso. Et comme je disais tout à l'heure, on utilise 2 outils, dont la fresque des déchets. En tout cas, Cédric, bravo pour ton engagement, parce qu'on voit que tu es mobilisé dans beaucoup d'associations. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ton cheminement personnel? Est-ce que tu as été toujours intégré dans des associations depuis tout petit, ou est-ce que c'est finalement quelque chose de plus militant qui est arrivé plus tard dans ton parcours? Alors, depuis tout petit, je sais pas, je pense pas, je sais pas, je me suis pas, j'ai pas tout, quand j'étais jeune, je me disais pas, je veux être écologue ou je veux être climatologue. Je pense que c'est plus un cheminement. J'ai grandi à la campagne, je sais pas si c'est dû à ça. De toute façon, c'est une circonstance, c'est énormément de facteurs. Ouais. Je sais que ça fait un bon moment que c'est en moi, cette envie à la fois de faire bouger les choses, en accumulant tous les constats. Et puis aussi, je pense que j'ai en moi, c'est un peu l'injustice qui me révolte. Et en fait, là, quand je parle d'injustice, ça peut être l'injustice sociale, environnementale, etc. Pour parler de cheminement, après mes études, j'ai passé mon stage de fin d'études et les 4 premières années de travail en Martinique. Là-bas, je faisais pas mal de trail. Et donc, quand tu fais du trail, tu es assez sensible à ce qui t'entoure, la faune, la flore, les couleurs, les odeurs. C'est bête, mais quand tu es sur des dizaines de kilomètres, tu es seul avec toi-même. Des fois, tu penses à plein de choses. Tu vois un végétal, un animal, et tu t'émerveilles. Tu écartes ton pied au dernier moment pour pas l'écraser. Donc, je pense que ce côté-là j'ai une appétence et je suis hyper curieux et j'ai toujours été sensible à ça. Pour revenir au trail, je me souviens encore d'endroits reculés en bord de rivage en Martinique où je passais quand je m'entraînais. En fait, je voyais des déchets qui s'étaient accumulés sur le bord du rivage, qui avaient été relargués par la mer, des cagettes de plastique, des bouteilles, du polystyrène. Et à ce moment-là, je me disais, mais c'est dingue, quoi, c'est pas possible. Comment on est arrivé là, quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ouais. Et puis à l'époque, je t'avoue que
je faisais pas grand-chose. J'ai fait quelques campagnes de ramassage de déchets et ça s'est vraiment arrêté là. Après, quand même, quand j'étais à Paris, j'ai été dans différentes assos, les Restos du Cœur, etc. Enfin, ça sort de l'environnement, mais en tout cas, j'ai toujours eu cette appétence pour la justice. Et je sais que quand je suis rentré en métropole, j'ai eu différents déclics, différents changements. Au bout d'un moment, je me suis posé des questions, peut-être les bonnes, mais j'ai changé de job. J'ai découvert à ce moment-là aussi l'atelier de la fraise du climat sur Bordeaux. Donc, j'ai adoré le format, la puissance de l'outil. Je me souviens aussi, ça fait partie des différentes choses, je me souviens, donc je m'étais remis en question, j'avais changé de job, j'avais fait un bilan de compétences. Je me souviens que j'avais regardé un film qui avait été diffusé par une asso, c'était The Story of Plastic. Et c'est pareil, tu sais, ça faisait écho avec ce que j'avais vu en Martinique, mais je me disais, c'est dingue, quoi. Il y a un mur, on le sait, on sait qu'il y a un mur, ça fait des dizaines d'années qu'on en entend parler, mais ça ne change pas, ça ne bouge pas. L'image, je me souviens un peu en visionnant ce film, je me disais, j'ai l'impression qu'on commence à vivre littéralement, c'est-à-dire on respire, on piétine, on consomme, on est englutinés dans nos propres déchets, si on revient sur le thème des déchets. Tout à l'heure, je parlais d'injustice. Clairement, c'est ça. En fait, il y a différentes choses. Il y a l'injustice envers d'autres populations au niveau changement climatique ou au niveau déchets, c'est-à-dire c'est pas forcément les plus pollueurs qui vont être le plus impactés, même si tout le monde va être impacté. Puis il y a une injustice envers, c'est bête à dire, mais la faune et la flore. Nous, on est une espèce, on est l'espèce humaine, ouais, mais on est une espèce animale. Il y en a 20 millions d'autres. Donc voilà, c'est aussi une injustice envers les 20 autres millions d'espèces qui sont là et qui n'ont rien demandé, tout simplement. Donc voilà. Et puis, dernière chose, dans mon cheminement, c'est pareil, ça fait partie des choses, mais c'est plus récent, c'est l'année dernière, mais je me suis formé aussi à la méthode bilan carbone, un peu pour comprendre, c'est que, en fait, une fois que tu mets le doigt dedans, tu as toujours envie de comprendre toujours plus les choses. Donc voilà. Bah écoute, super, merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Tu as peut-être probablement déjà répondu, mais je vais quand même te poser la question, le cas échéant. Est-ce que tu as eu un moment décisif dans toute cette conscientisation ou peut-être une rencontre décisive éventuellement dans ton parcours, ou c'est plutôt quelque chose qui s'est fait en pelote de laine? C'est exactement ça. Ouais, moi, c'est plus fait en pelote de laine. Je pense que, comme je disais, même quand j'étais avant en Martinique, etc., c'est des trucs que je couvrais. Après, il y a les moments décisifs. Ça a été quand même la remise en question au niveau du job, la fraise du climat. Après, tu vois des films, mais aussi, c'est tout simplement des vidéos aussi de Jean-Marc Jancovici que je suis tombé dedans. J'ai passé des heures. Je me souviens où, j'arrivais pas. C'était en pleine nuit, j'arrivais pas à arrêter. Et puis aussi, c'est pareil, ça fait partie des moments décisifs, je pense, quand tu es un être humain, un homme, tout simplement. Mais c'est quand tu prends de l'âge, je suis jeune, mais c'est un projet de vie aussi qui se dessine. Tu vois, tu es avec quelqu'un, tu as envie de fonder quelque chose. Et en fait, quand tu as envie de fonder quelque chose, naturellement, tu te dis, l'être qui va arriver, si tu as envie de faire venir quelqu'un, tu as envie quand même que c'est la nature d'un être humain, d'un être vivant, tu as envie qu'il soit dans une bonne posture. Et tu as envie qu'il soit dans un monde qui l'entoure, qu'il soit sain, quoi. Voilà. Donc ça fait aussi partie de mon cheminement, c'est que une fois que tu sais, en tout cas moi, une fois que je savais, je me suis dit, je peux pas ne rien faire. Je peux pas continuer comme avant, je peux pas me regarder le matin quand je me brosse les dents et voilà, continuer comme avant, tout simplement. C'est pour ça aussi, je pense que je donne de plus en plus, je suis hyper engagé, hyper mobilisé pour faire bouger les choses sur le côté associatif au sein des entreprises. Enfin voilà, vraiment partout. Ouais, tout à fait, c'est vraiment ça. L'une des clés, c'est vraiment la mise en cohérence entre nos actions et justement notre conscientisation, ce que l'on ressent et ce que ça nous fait et comment on agit derrière. C'est vraiment l'une des clés. Justement, en parlant d'action, on va être amené à la question sur quelles sont pour toi, Cédric, les 3 actions avec le plus d'impact positif pour ta planète et est-ce que tu pourras nous dire pourquoi? Alors les trois actions, la première qui a le plus d'impact, je vais le faire exprès pour pas me mouiller, c'est de faire une fresque des déchets et d'en parler autour de soi. Non, en fait, pourquoi je dis ça? Parce que l'idée, c'est pas forcément de dire. Moi, j'aime pas être
il faut faire ci, il faut faire ça. Et d'ailleurs, les ateliers, le facilitateur, plus que l'animateur, c'est un peu son rôle aussi, c'est qu'il va pas dire voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, la première des choses, de toute façon, c'est toujours pareil. Avant de recevoir une parole, j'allais dire, et de quelqu'un qui vous dit il faut faire ci, il faut faire ça, il faut réduire ses gaz à effet de serre au niveau du transport, du numérique, des déchets. Il faut consommer sobrement. Avant de recevoir cette parole, il faut le comprendre. Et c'est pour ça, en fait, c'est pas du tout une blague, c'est que la première action qui a le plus d'impact, c'est de faire une fresque. Si on parle déchets, c'est de faire une fresque des déchets. Et puis, tout simplement d'en parler autour de ça. Parce que si toi, tu as fait la fresque, tu vas comprendre des choses, tu vas dire, ah ouais, c'est effectivement, je savais pas qu'il y avait autant de problèmes. Et c'est pareil, tu vas en parler autour de toi, peut-être il y a 10 personnes, il y en a une qui va faire la fresque, et c'est l'effet boule de neige. La deuxième action qui aurait le plus d'impact, c'est toujours pareil, je fais exprès, c'est potentiellement de devenir animateur de la fresque. Pourquoi? Parce que si tu deviens animatrice, à chaque fresque, tu vas sensibiliser 7 à 14 personnes si tu fais une de table. Donc voilà, tu peux fresquer auprès de ta famille, de tes proches, de tes voisins, dans un parc, un festival, dans l'école de tes enfants. Enfin, vraiment, les possibilités d'action, elles sont vraiment larges. Voilà, mais quand même, pour donner d'autres actions, c'est en fait tout simplement de se demander est-ce que j'en ai vraiment besoin? Enfin, là, on parle déchets, mais c'est surtout est-ce que sans regarder le prix, parce qu'on est tenté des fois par le prix, par le délai de livraison qui est hyper court ou d'autres choses, est-ce que c'est un besoin ou est-ce que c'est une envie? Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent dire c'est alléchant, mais voilà. Et puis, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, l'idée, c'est vraiment de réduire à la source. Si on pense emballage, c'est de les minimiser, d'acheter de plus en plus en vrac, et puis de réduire, ce que je disais tout à l'heure, c'est de réduire tous les types de déchets. Enfin, les déchets, ils nous entourent en fait, que ce soit des meubles, un canapé, du textile, du numérique, tout ça, c'est des déchets plus ou moins palpables. Donc voilà, de réduire à la source. Oui, tout à fait. Tu mets le doigt là où il faut se poser sur la question du pourquoi. C'est vraiment quelque chose qui est important. Se poser la question du pourquoi on fait les choses. Finalement, pourquoi est-ce qu'on agit dans ce sens-là? Est-ce qu'on le fait parce qu'on en a envie? Est-ce qu'on le fait parce qu'on peut le faire? Parfois, c'est juste ça. Ou est-ce qu'on le fait parce qu'on en a besoin? Et à partir du moment où on enlève les deux premiers, il nous reste surtout le pourquoi. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? En fait, ça enlève beaucoup, beaucoup de choses et ça permet de nous recentrer sur l'essentiel. Et on sait que la clé du bonheur, en plus, ça se joue quelque part là-bas. Il y a aussi, ça rejoint les notions de zéro déchet aussi, Oui. avec ce qu'on appelle les 5 R. Donc, on va les répéter, mais le premier, c'est vraiment refuser. C'est tout simplement le meilleur déchet, c'est celui que l'on ne produit pas, tout simplement. Le deuxième, c'est réduire. Alors, c'est réduire sa consommation, c'est aussi réduire le gaspillage. Une fois qu'on est passé par ces deux-là, ils sont vraiment les deux premiers, on peut réutiliser ou réparer les choses que l'on a déjà qui ne fonctionnent plus ou moins bien. Derrière seulement, on fait entrer en jeu le recyclage, parce qu'on sait que le recyclage a aussi ses limites. Et derrière, alors là, ça dépend des traductions. Il y en a plutôt qui vont mettre le R de revendiquer, comme tu l'as dit. Il y en a d'autres qui vont mettre le R de rot en anglais, de rendre à la terre plutôt de manière circulaire. Mais voilà, c'est vraiment une démarche qui a beaucoup, beaucoup d'impact et qui permet aussi aux citoyens de reprendre un peu le pouvoir sur leur consommation, parce qu'on sait quand même que c'est entre guillemets le nerf de la guerre. Exactement. Une petite question sur ton point de vue, Cédric. Est-ce que tu peux nous partager, selon toi, quel est le plus grand défi pour notre société pour les années à venir? Alors pour moi, le plus grand défi, je dirais se reconnecter et le retour au bon sens. En fait, se reconnecter, je vais expliciter, à la fois se reconnecter à autrui, échanger, partager, prêter, aider. En fait, ça peut être des biens, mais c'est aussi des services, des conseils, des mots. Donc, se reconnecter à autrui. Après, la deuxième chose, je dirais toujours se reconnecter, mais se reconnecter vraiment aux impacts de notre consommation et de nos différentes actions. Je le disais un peu tout à l'heure, aujourd'hui, ni le prix qu'on paye, ni les délais, etc., de fabrication, de livraison, ça reflète pas le réel impact de ce qu'on consomme. Et surtout, maintenant, on est tous déconnectés vraiment de la valeur des choses. C'est bête à dire, mais le temps que met un légume à pousser, l'eau qu'il a fallu pour tel fruit, tel légume, le temps qu'il a fallu pour coudre, qu'il faudrait pour coudre un t-shirt. On est déconnecté de tout ça. Ça nous semble à des années-lumière. On regarde
ouais, comme je disais, le délai de livraison, le coût, mais malheureusement, ces coûts-là, c'est pas les réels coûts sur l'environnement. Et puis, on est déconnecté des différentes étapes de production d'un produit jetable. Le produit, on va prendre, on va l'acheter, il nous coûte pas cher, on va le jeter. Mais concrètement, voilà. Donc, cette déconnexion, je pense que, en fait, malheureusement, elle a amené à des gros gâchis de ressources. C'est on peut faire un peu machiner en arrière. Enfin, je veux dire, on peut réduire le problème. En tout cas, cette déconnexion, ça a amené à un gros gâchis de ressources. Et puis, moi, j'aime bien donner cette image. C'est un peu une sorte de boulimie. En fait, on prend et on veut toujours plus vite, toujours plus loin, toujours moins cher. Mais en fait, tout ça, quand on y réfléchit, déjà, on a de moins en moins quand on y réfléchit. C'est-à-dire, je parlais de liens tout à l'heure, on n'a pas forcément plus de liens avec ça. Et puis, la dernière chose, se reconnecter, je dirais se reconnecter à l'essentiel et aux travaux manuels. En fait, pour donner des exemples, le bien fou que ça fait de faire un atelier de céramique, par exemple, tu ressors avec ta tasse, tu fais ta tasse, ton assiette, tu repars avec, tu peux le garder pour toi, mais tu peux l'offrir. Et ça a vraiment une valeur. Pareil, de suivre un atelier de couture, tu fais toi-même ton vêtement, ton sac à pain. Et après, c'est pareil, mais ce vêtement, ce sac à pain, il a une vraie valeur. C'est pas le truc que tu achètes à 5 €, tu as fait une affaire, tu repars du magasin et 10 minutes après, tu as envie d'autre chose. D'autres choses qui font du bien, mais juste de se balader en forêt, d'aller dans un parc et croiser comme ça par hasard un écureuil, ça va égayer ta journée. C'est des trucs qui amènent du bonheur et qui sont simples. Pareil, tu te balades en forêt, tu vas aller à la cueillette aux champignons et puis après tu vas cuisiner ça entre potes. C'est pareil. Enfin, c'est ça qui amène des souvenirs, qui amène après des récits, des beaux récits. Donc voilà, tout ça pour moi, ça a une grande valeur. Et puis, comme je le disais, c'est ça qui forge les vrais souvenirs, quoi. Donc voilà, se reconnecter. Ouais, tout à fait. Tu en parles très bien. Merci beaucoup pour ce partage. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on est devenu et on devient parfois de plus en plus hors sol. Et en fait, on sait aussi que notre cerveau, il a besoin de voir du concret. C'est-à-dire, on a besoin de voir des résultats limite faits par nos mains, de voir des choses, pas uniquement du dématérialisé à travers un PC, mais reprendre vraiment pleinement possession de nos sens. Quand tu parlais de trail aussi tout à l'heure, c'est un peu ça. C'est une manière de se reconnecter à travers nos 5 sens dans tout ce monde qui nous entoure. Et finalement, on est juste de multiples cellules qui jouent là-dedans, comme tant d'autres. Mais voilà, ça permet de se reconnecter vraiment pleinement à l'être humain que nous sommes. Écoute, merci beaucoup Cédric. Pour la dernière question, je vais te proposer un petit exercice de pensée. Donc, on va se projeter en 2050. Et la question, c'est comment imagines-tu ta planète dans une trentaine d'années? Est-ce qu'on aura réussi justement, selon toi, selon tes espérances, à répondre à ces défis? Alors, au tout début du podcast, je parlais du côté binaire. Je dirais que vu que j'ai 2 yeux, j'ai 2 visions. D'un côté, je vois la trajectoire où l'humanité, chacun, quel que soit l'humain, quel que soit l'endroit où il se trouve, chacun d'entre nous a compris l'ampleur du problème et puis où le changement de cap s'est opéré suffisamment rapidement. Donc, je vois ça en 2050, un monde où, comme je disais tout à l'heure, il y a plus de liens, ça va moins vite, ça consomme moins potentiellement, mais ça échange plus, ça se ressent sur l'essentiel. Et puis, le deuxième œil, malheureusement, je vois un monde, parce que aussi, il faut envisager entre guillemets le pire, il faut se préparer à la résilience, etc. Je vois aussi un monde où on n'aurait pas réussi à diminuer notre confort individuel, où on n'aurait pas changé nos habitudes, parce que c'est un effort à faire, hein, c'est bête à dire, mais de consommer moins, de consommer différemment, la voiture d'en avoir potentiellement une plus petite, de se déplacer moins. Si on parle de la viande, de consommer moins de viande. Ouais, c'est des changements d'habitude. Franchement, faut le dire, c'est pas facile. À n'importe qui, tu dis à quelqu'un de changer ses habitudes, mais pourquoi? Et en plus, même tu lui dis oui, mais il y a un problème, il y a le changement climatique, il y a l'atteinte des différentes limites planétaires. Oui, mais bon, c'est pas très palpable. Donc, je comprends que c'est dur. Donc, c'est pour ça que le deuxième œil, c'est ça, c'est un monde où on aurait toujours voulu plus, parce que pour l'instant, c'est ce qui arrive. Donc, voilà, sincèrement,
ce monde-là, moi, ce que je dis, c'est qu'il n'est pas du tout problématique pour la Terre, ni pour les autres espèces. Alors, il y a des espèces en voie d'extinction, etc. Il y a des gros problèmes, mais le monde, la Terre, elle a déjà connu des problèmes, elle s'en remettra. En fait, tu creuses et tu te rends compte qu'on est sur une branche et on est en train de scier la branche sur laquelle on est. Donc, le problème, c'est surtout catastrophique, c'est pour l'humanité, pour sa survie et pour sa survie dans certaines zones du globe. Donc voilà, ça c'est mes deux visions, on verra. Merci pour le partage de cette vision avec tes deux yeux. Est-ce que tu souhaites ajouter un dernier mot pour conclure, Cédric ? Alors moi, pour conclure, je dirais qu'on n'a pas le choix. Voilà, on va y arriver, mais en tout cas, c'est plus qu'urgent de changer radicalement nos modes de vie. On a moins de 10 ans, il y a différents objectifs, 2050, mais il y a aussi 2030. On a moins de 10 ans pour changer et pour changer de vitesse. Là, on était en 5e, il faut peut-être se mettre en 3e ou en 2e. Juste 2 mots plutôt qu'un. Je vais conclure en disant simplicité et reconnexion, tout simplement. Super, écoute, merci beaucoup pour cette belle conclusion, Cédric, et à très bientôt. C'était Ciel ma planète. Merci d'avoir écouté l'épisode du jour. Pour soutenir votre planète, nous vous invitons à prendre ce sujet en main, à vous informer pour comprendre, puis agir individuellement et collectivement. On a besoin de vous. À bientôt!